on se rend compte que le framework du MEDDIC fait sens. MEDDIC, je rappelle, c'est un framework qui est lié à avoir une structure de l'approche commerciale. Donc, on voit les metrics, on voit les economical buyers, les decision criteria, decision process, et enfin, identifying pain, c'est-à-dire identifier le besoin et le champion. Et les deux derniers, pour moi, sont très importants pour un pre-sales. Bonjour et bienvenue dans Masters of Tenders, le podcast qui vous dévoile le secret des entreprises, maîtres dans l'art de répondre aux appels d'offres. Je m'appelle Ayoub Beni, le CEO et le cofondateur de TenderCrunch. Ma mission, vous dénicher des idées et méthodes concrètes à appliquer immédiatement dans votre business et le booster grâce aux appels d'offres. Vous êtes prêts? Allons-y. Bonjour Alain. Bonjour Ayoub. J'accueille aujourd'hui Alain, directeur des avant-ventes chez Tetris. Et du coup, Alain, je te laisse le terrain. Est-ce que tu peux te présenter ton entreprise et ton lien avec les appels d'offres? Très bien. Merci Ayoub. Enchanté. Je suis Alain Termarcoussian, directeur avant-vente chez Tetris. Je m'occupe d'une équipe globale mondialisée d'avant-vente chez un éditeur français spécialisé de solutions de cybersécurité. On est une solution de XDR, c'est Extended Deceptive Response, donc une plateforme de gestion de l'ensemble des outils d'arsenaux de défense de cybersécurité. Et mon rôle consiste à structurer et à optimiser l'approche pre-sales pour en fait maximiser les chances de succès dans les processus de vente. Alors parfois ils peuvent être complexes puisque je suis chez un éditeur de cybersécurité. Et pour la partie RFI et RFP, j'ai découvert le domaine des appels d'offres dès qu'en commençant ma carrière d'avant-vente, et bien évidemment en accompagnant des clients dans leur démarche au niveau de démarchage aussi, d'achat technologique. Et ce processus de RFI, RFP a permis de comprendre l'importance, en tout cas, d'une approche structurée et adaptée, très focus aux attentes des clients. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que tu as commencé ta carrière en tant que pre-sales, qui est aussi technico-commercial à l'époque, c'était un peu ça le nom, jusqu'à... du coup, tu as toujours été dans les avant-ventes, quoi. En fait, effectivement, ce métier s'appelait technico-commercial à une époque. Ouais. Sorti d'école d'ingénieur, à un moment donné, effectivement, la technicité me plaisait, mais le contact client au quotidien et puis de les écouter, d'échanger avec eux m'a toujours plu. Et en fait, à vrai dire, j'ai toujours voulu faire ce métier, d'être avant-vente. Et je le dis encore une fois, c'est l'un des plus beaux métiers puisqu'on est en interaction, on voit l'évolution technologique, on apporte ces évolutions technologiques et le lien client est extrêmement fort. Et puis il faut le dire aussi, c'est que on n'a pas la pression du commercial en tout cas, mais on apporte une structure technique, une couverture technique, et ça c'est très appréciable. Et du coup, pour toi, parce que j'ai l'impression que des fois c'est différent d'une personne à une autre, d'une entreprise à une autre, c'est quoi vraiment la différence entre un commercial et un avant-vente? Très bonne question. Un commercial, en fait, pour moi, il doit se concentrer sur la gestion de la relation client. La relation client est menée par le commercial. La négociation et la conclusion du deal, de faire des affaires, c'est vraiment le rôle du commercial. Alors que le pre-sales apporte une expertise technique et fonctionnelle pour répondre aux besoins qui ont été exprimés. Ça peut être à travers des RFP, mais en tout cas, effectivement, l'expression du besoin et ce fait d'apporter son exercice technique dans ce sens-là est le rôle du pre-sales. Et puis, si en tant que pre-sales, on adopte une posture trop commerciale, ça peut parfois être un peu ennuyeux. Mais moi, j'ai tendance à dire aussi, de ce que tu dis, un pre-sales pourrait faire du sales dans certains cas, mais en discutant avec toi un peu, tu sais que c'est pas une bonne idée. Pourquoi? L'expérience m'a prouvé que ça pouvait pas être une bonne idée, mais c'est pas que l'expérience, bien évidemment. Il y a c'est assez structuré, hein. La pensée veut que un pre-sales qui adopte une posture trop commerciale, en tout cas, ça veut pas dire qu'il ne doit pas adopter une posture commerciale, risque de perdre en fait la crédibilité technique, en tout cas, qui le relie au client. Très concrètement, on peut dire qu'un pre-sales va promettre des choses techniques qui n'existent pas, ou des choses qui sont pas
approfondie dans le discours, va nuire en fait quelque part à la confiance qui a été créée et affaiblir la proposition commerciale en tant que telle. Moi, j'ai tendance à dire que le pre-sales est vraiment l'agent de pas commercial, mais de confiance, le trusted advisor, celui sur lequel va s'appuyer en fait la confiance technique du client. Et mélanger les deux parfois peut nuire et apporter une nuisance dans la relation commerciale. Ok. Et pour toi, pour qu'un pre-sales soit très bon, enfin que c'est un très bon un pre-sales pour toi, c'est quoi, c'est quoi les qualités dont euh, qu'il doit avoir, indispensables qu'il doit avoir pour qu'il fasse bien son travail? Attention au lapsus pour qu'il soit un bon commercial. Non, en tout cas, effectivement, il y a des qualités indispensables. C'est la capacité de traduire des besoins en solutions concrètes. Typiquement, client parfois a pas la vision de la solution qu'on peut apporter, un soft ou une technique. Du coup, effectivement, c'est traduire ce besoin-là vers une solution concrète et une des premières capacités. La deuxième que je vois, c'est une rigueur importante dans la rédaction et la structuration des réponses. C'est-à-dire que une réponse claire, structurée, apporte vraiment de la clarté et apporte aussi cette relation de confiance qui naît entre le pre-sales et le client. Et enfin, hein, c'est un métier qui est lié à des relations humaines. Du coup, une excellente communication à la fois vers l'externe, mais aussi en interne, puisque effectivement les pre-sales coordonnent et vont chercher de l'information en interne et avec les équipes internes aussi, il faut avoir une très bonne communication, une excellente communication et une coordination de ces communications. Ok. Et en termes d'approche dans tes équipes, par exemple, euh, qu'est-ce que tu mets en place comme méthodologie, comme framework pour que tu puisses t'assurer que tous tes pre-sales suivent un peu les mêmes directives, posent les bonnes questions. Enfin, qu'est-ce que tu mets en place? Il y a une évolution historique en fait dans notre métier. C'est que effectivement, technico-commercial, c'était technico-commercial. On savait jamais comment nous placer. Il y a des gens qui nous placent dans l'engineering, d'autres gens qui nous placent dans la population des sales. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la tendance est depuis quelques années en fait, avec l'apparition de l'explosion du SaaS et du software en tant que tel comme industrie et la digitalisation de toute notre industrie, on se rend compte que le framework du MEDDIC fait sens. MEDDIC, je rappelle, c'est un framework qui est lié à avoir une structure de l'approche commerciale. Donc, on voit les metrics, on voit les economical buyers, les decision criteria, decision process, et enfin, identifying pain, c'est-à-dire identifier le besoin et le champion. Et les deux derniers, pour moi, sont très importants pour un pre-sales. Dans le sens où effectivement ils vont faire levier, ils vont apporter en plus du fait que le commercial ait adopté cette approche, on va en plus de ça apporter quelques leviers de décision importantes. Le MEDDIC est souvent utilisé par les sales. Enfin, en tout cas, on entend parler souvent MEDDIC, MEDPIC. Il y a plein d'autres frameworks. Mais du coup, le fait de l'intégrer avec, durant un processus de pre-sales, comment ça se fait? Est-ce que ils ont un document qu'ils doivent remplir plus ou moins une fiche pour chaque client, ou c'est quelque chose qui se fait au fil de l'accompagnement lors d'une réponse à appel d'offres? Enfin, comment ça se passe? En fait, il y a des étapes cruciales là-dedans et qui est important de suivre. La première, c'est que comme je disais, identify pain, qui est en fait identifier le besoin, est souvent l'étape clé en fait. En identifiant clairement la problématique du client, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, on adapte et le preset joue aussi cette adaptation de la proposition et de la différenciation par rapport à la compétition, par rapport aux concurrents. Il faut pas oublier une chose, c'est que l'avant-vente doit apporter de la value proposition, de la valeur en fait à tout ça. Et dans cette on aura creusé le pain, le besoin, en tout cas là où il y a le client a fait identifier ce pain-là, mieux on aura fait une proposition qui a de la valeur et on aura fait aussi de la différenciation par rapport au client. Et l'implémentation réussie en fait de cette grille de lecture, de cette framework de MEDDIC peut passer par des formations.
On peut très bien sensibiliser les avant-ventes à travers ça. Et ce que moi j'ai fait dans mes équipes, et parfois peut avoir certaines réticences en disant que c'est trop commercial, mais je pense que c'est très important de passer par une phase de sensibilisation et ensuite montrer en fait quel est à travers des revues régulières, quel est l'apport de ces frameworks-là dans le processus d'avant-vente, dans le processus en fait de convertir une opportunité en un deal, est très important. Et effectivement, même à travers un RFP, de mettre en place et d'avoir la réponse de l'ensemble de ce qu'on a dit dans le médic, les métriques, qui est l'économical buyer, qui prend les décisions, comment ont été exprimés les besoins. Mais ça permet d'avoir une structure très forte et une réponse structurée et cohérente dans l'apport de la valeur que peut faire le pre-sales dans ces appels d'offres. Je veux revenir sur le MEDDIC en soi et Oui. enfin lettre par lettre et voir enfin comment ça s'articule pour un pre-sales. Alors, il y a une chose qu'on peut se dire, c'est que tout n'est pas, on va dire, alors j'utilise ce mot, c'est un grand mot, responsabilité, mais c'est pas une forcément façon caricaturale. C'est un vrai travail de collaboration avec le commercial, avec le sales dans cette approche médic. Il y a un account plan qui doit être fait par un commercial. Le pre-sales doit participer aussi à ces account plans, c'est-à-dire comprendre quelle est la stratégie du client, comment le client se projette dans le futur, dans son système d'information. Et donc, on va avoir des métriques par rapport à ça. On doit identifier également, en fait, quel est l'économical buyer, donc l'acheteur, qui est-il, par quel processus il passe. Et effectivement, parfois, dans ma carrière, moi, quand j'étais avant-vente, j'ai assisté par rapport à des grands groupes, dans des soutenances, il y avait des acheteurs, des réunions à part avec des acheteurs. Et il vaut mieux les identifier, il vaut mieux effectivement, dès le départ, regarder un petit peu quels sont leurs profils, quelles sont les entreprises par lesquelles elles sont passées pour pouvoir un petit peu sentir l'économical buyer. On va avoir des decision criteria très importants. Parfois, ils sont inscrits en noir sur blanc en fait dans un RFP. On peut avoir que les critères de décision sont une telle fonctionnalité et que le client n'abrogera pas cela. Ça aussi, c'est important pour le pre-sales de bien les ingurgiter dans l'esprit de pouvoir toujours, comme je dis, apporter de la valeur dans sa réponse et d'apporter concrètement on va dire des leviers de décision dans ces critères de décision. Puis les process, decision process, ben effectivement, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'après un RFP, j'ai un POC? Et ce sera à la suite de notre discussion, je présume. Mais est-ce que j'aurai quelque chose de technical ou prove que je dois faire? Ensuite, est-ce que je dois repasser devant l'acheteur et de lui remontrer encore une fois l'ensemble des features ou des fonctionnalités auxquelles je réponds? Donc voilà, c'est le process, maîtriser le process, les différentes phases du process, ça permet aussi au commercial de montrer à sa hiérarchie qu'il maîtrise le process, en fait, qu'il maîtrise l'opportunité de bout en bout. Et ça, c'est très, très important, à la fois pour le pre-sales et pour le sales, c'est d'aller jusqu'au bout de l'opportunité et de préférence gagner, bien évidemment. Identify pain, pour moi, ça reste là où faire la différence ou apportera sa valeur. Et ensuite, le champion. Le champion, c'est quelque chose que moi, dans mes équipes, je pousse énormément. C'est-à-dire de créer cette relation de champion, de sponsoring quelque part, hein. On a un sponsor à l'intérieur de l'entreprise qui va prêcher pour nous. Alors j'utilise ces termes-là de façon un petit peu volontaire, mais effectivement, un champion peut être le relais de l'entreprise, en tout cas de l'éditeur au sein d'une entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce que le pre-sales va pouvoir s'appuyer, va pouvoir aussi le nourrir de nouveautés que l'éditeur va faire, va pouvoir aussi, à travers ce champion-là, influencer certaines décisions qui peuvent être liées dans les critères de décision. Donc là, le MEDDIC est fait chez vous par le sales, par le pre-sales, et du coup, chacun un peu de son côté, peut-être un peu des fois ensemble. Plus on a d'informations, plus l'idée, c'est de personnaliser notre approche en fonction de ces informations-là, quoi. Exactement. Mais et puis ça montre aussi une maîtrise de l'opportunité et du compte. En fait, si on applique le médic de façon structurée et consciencieuse, on a effectivement une maîtrise du compte et on arrive à la fois à le comprendre dans sa vie et de se projeter aussi qu'est-ce qu'on peut faire comme deal avec ce compte. D'accord, ok. Et donc, une fois que
là, tu parlais tout à l'heure de value proposition et ensuite démontrer la valeur. Donc, pour démontrer la valeur, comment vous faites aujourd'hui? Parce que moi, quand je répondais à des appels d'offres à l'époque, il y avait plusieurs, enfin, ça dépendait des clients, ça dépendait des appels d'offres et des RFP. Des fois, on avait une soutenance et on avait 3 jours avant, on devait préparer une démo sur mesure, etc., pour essayer de convaincre le client. On avait des scorings. Des fois, c'était au fur et à mesure du RFP. Bah, il nous demande des vidéos, il pose des questions, etc. Et à la fin, c'est des grilles Excel potentiellement. Et là, dans le monde, peut-être, je sais pas si c'est juste propre au monde de la cybersécurité, mais comment vous faites, vous, pour convaincre vos clients? Nous, généralement, alors c'est pas le cas de la cybersécurité, mais spécifique, mais dans le monde de l'avant-vente, une fois qu'on a répondu à des RFP, ou bien on peut ne pas avoir des RFP dans une opportunité, il peut y avoir directement une mise en relation qui va mûrir et qui va arriver. On doit arriver effectivement, une fois qu'on a répondu à tout ça, de la value proposition, d'arriver au stade du prove. Et le stade du prove avant de passer au stade de la proposition et de la négociation commerciale par rapport au prix qui a été proposé. Mais dans ce stage, on va dire, dans cette étape de preuve, il y a différentes façons de le prouver. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a la méthode classique. Ben, une fois que vous êtes shortlisté, vous passerez en POC et ce sera une phase que le client a déterminée. Parfois, il peut aussi être intéressant pour l'éditeur de différencier, on va dire, cette étape en proposant à la fois soit un POC, soit d'aller dans des séries de workshops, soit typiquement aussi, de façon très intéressante et tactiquement très fort, le try and buy. Alors je peux peut-être donner un peu plus de définition comment je l'entends et ces différentes étapes. Tout dépend en fait, s'il y a une chose extrêmement importante à se mettre en tête, tout dépend de la niveau de maturité du client, et la complexité du besoin. C'est vraiment les 2 piliers qu'il faut se dire. Quelle est la maturité du client par rapport aux besoins exprimés? Et quelle est la complexité de ce besoin. En fonction de ça, il faut trouver la bonne balance. Et la bonne balance, c'est effectivement un POC qui peut valider une fonctionnalité spécifique, et très bien, ou bien on peut partir sur des séries de workshops déterminés, et on va dire qu'on part sur 3, 4 dans le temps, workshops qui vont permettre d'impliquer en tout cas plus largement les décideurs. Et ça, c'est très important puisqu'on revient aux différentes étapes du MEDPIC qui sont là. C'est-à-dire qu'un workshop va permettre d'avoir une population beaucoup plus large, à la fois des gens qui sont techniques, mais aussi quelque part de pouvoir intégrer les décideurs qui vont apporter et qui vont voir aussi l'engagement de l'éditeur pour répondre aux besoins qu'il a exprimés. Et donc, un workshop, quelque part, est beaucoup plus interactif et engageant, à mon sens, parfois. Et ça permet également une chose très, très importante aujourd'hui, puisque la compétition est dans notre domaine, c'est d'ancrer une solution dans la stratégie du client. C'est-à-dire, à travers le workshop, c'est l'outil le plus fort pour pouvoir ancrer une solution chez un client et d'engranger, en tout cas, à travers cet ancrage, une confiance et le fait de dire que je réponds aux besoins qu'il a exprimés. Et C'est un peu enfin, une co-construction, le workshop, pardon. exactement, exactement. Ok. C'est et tout ça se détermine un petit peu avant, comme je disais, toujours à travers une balance qui sera besoin, complexité en fait. Comment je vais traduire votre besoin par rapport il est complexe. Peut-être j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Le POC peut-être qu'on peut le faire effectivement, mais derrière je vous propose qu'on fasse des workshops pour effectivement voir avec vous vos usages et d'essayer de les implémenter ensemble à travers des discussions, à travers peut-être des brainstorming avec vos équipes à la fois techniques ou fonctionnelles. Ça, c'est le workshop qui pour moi est un outil très fort. Et derrière, on a le try and buy qui pour moi va jouer l'argument, les stockades quelque part, l'argument décisif en fait, qui va faire la différence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a défini dans le temps, avec un accompagnement, et attention, c'est là que est la force des avant-ventes, ils peuvent être aussi créatifs et proposer à la fois de commencer un try and buy sur un laps de temps qui peuvent être quelques mois, et à l'intérieur de ce timeline, de proposer des workshops pour essayer de discuter, d'avoir de retours, des feedbacks et des améliorations qui vont être faites et qui vont pouvoir être données par des avant-ventes. Donc voilà, Donc c'est différentes phases. le try and buy, donc en fait c'est des
c'est des phases, mais pas vraiment parce que ils peuvent être décorrélés. C'est ça? C'est des choix. Par exemple, un POC, comme tu dis, on va pouvoir faire un POC sur vraiment un périmètre qui est très limité, c'est ça? Avec une fonctionnalité qu'on maîtrise et dont on peut voir le résultat à la fin. Disons que dans votre cas, c'est du XDR ou de l'EDR. Vous l'implémentez chez le client. À la fin du POC, vous allez avoir X résultats et donc après, vous jugez pour aller plus loin. C'est ça? Mais le Alors, workshop, c'est oui. quand le besoin est plus compliqué. Alors, effectivement, moi, je joue toujours sur ce fait-là, que le POC, quand on a des critères de succès du POC, donc on a un critère de succès, on veut avoir des cas d'usage qui vont être implémentés. Parfois, le POC, le temps pour un POC n'est pas suffisant, ou alors il est suffisant très bien. Ici, le framework est de dire, je veux voir cet usage, ce cas d'usage, plus cette fonctionnalité, comme tu l'as si bien dit, comment votre DER va me proposer contre des malwares, contre le phishing, ben, fine, pas de problème, go, on y va, on fait un POC d'un mois et on vous le prouve. Donc, ça répond quelque chose de bien précis. Quand il y a de la complexité, quand on va essayer d'essayer de mettre en avant et de vendre une plateforme qui demande parfois d'aller voir un peu des fonctionnalités qui sont en périphérie de l'EDR ou d'autres outils de cyber, ben là, je privilégie plutôt le workshop ou le try and buy parce qu'on a besoin de beaucoup plus de temps. Et à l'intérieur du try and buy, je peux inclure aussi des workshops, des journées de workshop où l'avant-vente va passer une matinée, voire une après-midi, de façon régulière, tous les 10 jours, 15 jours, à explorer ou à montrer, à implémenter en tout cas avec le client certains des cas d'usage ou certains besoins qui au cours de ce try and buy ont pu émerger. Le try and buy, c'est un peu une option qui permet d'engager le client et en même temps, on profite de cette période-là pour faire des workshops et en refaire de la relation client en plus, mieux le connaître et voilà. Et après, on va plus loin. Tu as utilisé un terme très important, c'est l'engagement. Le try and buy est engageant puisque déjà, en fait, on peut le faire de façon valorisée financièrement, hein. On peut dire voilà, je vous donne une licence pendant 6 mois, vous l'utilisez et pendant 6 mois, en fait, on s'engage nous aussi. Le client s'est engagé puisqu'effectivement, il se dit tiens, j'ai un outil pour moi pendant 6 mois, j'ai tout intérêt à l'utiliser et à voir tous les usages que je peux en faire si je veux le reconduire. Et puis moi, ça m'engage parce que je me dis tiens, pendant 6 mois, je vais pas le laisser seul ce client-là. Donc je vais aller le voir, je vais creuser avec lui l'ensemble de ces problématiques-là, je vais montrer cette complicité et cette confiance que j'ai avec lui. Et donc du coup, en fait, il naît une relation qui, à l'instar du fait d'avoir créé par l'avant-vente, cette très forte relation. Et c'est là qu'on a cultivé parfois, c'est là qu'on va avoir des champions. Généralement, les champions naissent à travers un POC réussi ou des try and buy parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps avec ces gens-là. On est tous des humains, on a besoin de contact social, on s'apprécie. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, quand il dit une chose, c'est pas une bêtise, c'est très intéressant, je lui fais confiance, je sais ce qu'il me dit, ça répond à mon besoin. Donc, il y a un facteur aussi psychologique, humain, qui est très important et le try and buy va permettre de convertir, en fait, cette partie-là et de faire une vraie mixture solide entre l'éditeur et le client. Et créer le champion, pour le coup, s'il n'existe pas dans ton mailing. Créer le champion dans notre métier. Ok. Et donc là, pour ces 3 options-là, quel est le meilleur moment pour les proposer ou comment on peut les mettre en place? La mise en place se fait, voilà, on a eu dans mon équipe effectivement, on a créé bien évidemment et tout dépend comme je le disais un petit peu, on peut discuter de façon très ouverte avec certains clients, de leur dire voilà par rapport aux besoins qui étaient exprimés, on vous propose peut-être de plutôt passer par des workshops pour affiner encore plus ce besoin et peut-être qu'on vous mettra en place un POC ou alors si ce besoin-là est exprimé à travers ces workshops-là sont vraiment vastes et qu'on n'aura pas le temps de couvrir pendant un mois parce que mine de rien ou 2 mois parce qu'un investissement d'un avant-vente sur une opportunité alors qu'il en gère plusieurs peut être chronophage. Donc du coup, c'est peut-être gagnant-gagnant de proposer de passer par un try and buy. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut être très pragmatique là-dessus, jouer la carte de l'honnêteté.
l'honnêteté de sachant son produit, comment il réagit, sachant aussi le besoin du client. Parfois, les besoins sont très simples. Donc, parfois, et je pense que les gens qui nous écoutent vont dire, mais moi, je fais jamais de POC. Il y a plein de gens qui font jamais de POC, mais parce que pour eux, c'est vachement simple. Le besoin est établi, noir sur blanc, j'y réponds. Et la concurrence, peut-être, ne répond pas forcément ou n'est pas à la pointe. Donc, c'est plus simple. Dans le monde de la cyber, en tout cas, on va dire c'est très critique, hein, c'est des infrastructures critiques. La compétition depuis quelques années, effectivement, est devenue beaucoup plus importante, qu'elle soit locale, française, européenne, ou même on avait des grands acteurs étrangers. Donc voilà, à partir de là, je pense que nous, on est plus amenés à faire des workshops, des POC, le cas échéant, et des try and buy qui sont pour moi, comme je le dis encore une fois, vraiment décisifs pour maximiser ses chances, en fait. Et pour toi, du coup, ces 3 éléments, comment tu peux dire que ça s'est très bien passé? C'est quoi les critères de succès? Pour le POC, peut-être c'est un peu plus simple parce que Oui. c'est quantifiable, mais pour le reste, comment tu... Alors, c'est ça aussi, c'est bien parce que j'y travaille dessus dans mes metrics, dans mes KPIs. Effectivement, un POC, en fait, comme on s'est dit tout à l'heure, hein, on a des critères de succès. En face, on met vert, rouge, jaune, OK, KO ou pas. Alors, pour un workshop, c'est un peu plus, ça peut être plus compliqué. Donc, ce que moi je demande à mes équipes, c'est effectivement d'avoir des feedbacks à travers des suivis en fait de ces workshops-là, où on va mettre en place effectivement peut-être que ce soit des grilles en fait de ce qu'on a réalisé. Est-ce que ça a convenu? Est-ce que ça a répondu à un technical win de la part du client ou un technical lost? On n'est pas arrivé. Pourquoi on n'est pas arrivé? Et en fait, c'est à travers ces feedbacks-là qui vont être très utiles pour l'interne parce qu'on va pouvoir les passer au produit. On va dire, ben là, en fait, on a fait un Repas. workshop avec le client, ça n'a pas marché, il faut le faire une évolution là-dessus. Et à la fois, le partager avec le client montre en fait de jouer la transparence. Jouer la transparence par rapport à ça peut, à un moment donné, en fait, le client se poser lui-même la question, se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, en fait? Est-ce que c'est vraiment critique si je l'ai pas, si, j'en sais rien, mes niveaux d'alerte ne s'affichent pas comme il le faut, ou alors j'ai 2 fois l'alerte, ben, peut-être que c'est plus utile et que je peux reprendre cette alerte pour un outil tiers. Enfin, tout ce que je veux dire par là, c'est que jouer la transparence est aussi un facteur et un argument très important. On revient à ce qu'on dit encore, de création de relations et d'avoir des feedbacks à la fois de dire on a fait ça avec vous, vous nous avez exprimé cela durant ce workshop, nous l'avons répondu de cette façon, vous l'avez validé en un technical win, permet aussi de mettre et de clarifier le process. Encore une fois, retour au MEDPIC, on avait eu un process, pour ce besoin-là, vous aviez exprimé que votre process était là, on a répondu à travers ce process qui correspond peut-être à ce que vous vouliez, donc on valide que c'est un technical win, next. Est-ce qu'il y a un next où on s'arrête là? Est-ce qu'on va plus loin et du coup, on vous implémente une plateforme et du coup, on va peut-être voir un try and buy avec vous pour vous le laisser, vous acculturer un peu de vous habituer en fait à la plateforme, à l'utilisation de la plateforme, ou bien on peut très bien s'arrêter là et à la limite, j'allais dire, c'est pas grave puisque ça n'a pas été chronophage. Ça a été juste un moyen aussi de créer des relations, même si, in fine, l'opportunité n'a pas été signée, mais il y a une présence qui a été marquée. Et le fait de se dire que c'était a investi du temps, a investi de l'humain pour effectivement répondre à mon besoin. Et là, tu as dit aussi un point qui est intéressant, la présence. Je sais que, en tout cas de mon expérience, être présent auprès du client tout le temps et être toujours là, visible, c'est quelque chose de très important. Mais c'est quelque chose qui est pas facile à faire. En fait, comment toi t'arrives du coup à être, avec tes équipes, pour qu'ils soient présents continuellement? Parce que des fois, on peut ne pas être dans un try and buy, des fois pas dans des workshops, pas dans des POC, Oui. durant un Non, RFP qui dure des fois 1 année. Comment tu fais? c'est très vrai. Et par expérience, dans ma carrière, ce qui se gagne, c'est quand il y a de la présence. En fait, il n'y a pas de secret, hein. On se fait des affaires entre des humains, donc du coup, hein, c'est pas l'IA ne fera pas encore de 6 ou bientôt peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ceux qui font les meilleures affaires, c'est ceux qui ont été présents,
ceux qui ont effectivement mis ce contact-là et créé ce contact-là, ben il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement humain. On peut très bien avoir des équipes d'avant-vente qui sont un petit peu entre guillemets satellisées parce qu'il y a plusieurs RFP un peu en même temps. Ben c'est aussi le rôle aussi de la hiérarchie d'être présente aussi. C'est pas que des gens de la technique. Il y a peut-être aussi moi je joue le rôle aussi d'aller rencontrer des clients, de parler avec eux, d'avoir un feedback, comment ça se passe, quel est leur retour de l'implication de mes équipes. Et je pense que les clients et les prospects, en tout cas, apprécient aussi ce fait-là que des fois, ça redescende et qu'on va voir les gens, qu'on en discute de façon très transparente. Faut se dire qu'on n'est pas là pour non plus matraquer ou bien de dire ce qui a été mal fait. Non, je pense que le l'aspect et les changements de comportement ont eu dans l'ensemble du monde du soft, c'est très très important de maintenir ce contact-là, d'avoir de la transparence, d'avoir aussi de l'honnêteté, de dire bah ça n'a pas marché, on va y remédier et de reconnaître aussi quand on fait des erreurs est une chose qui peut être appréciée par les prospects et les clients du moment qu'on les corrige, bien évidemment. Si on reste arc-bouté sur quelque chose. Et voilà, tu as raison de dire que le contact, l'humain et les relations humaines, en tout cas, jouent aussi un rôle très, très important dans ce process. Super. Et donc là, Tetris, c'est une des entreprises leaders dans le marché, dans la cybersécurité. Qu'est-ce qui est différent en ce qui concerne les RFP et les appels d'offres? Qu'est-ce qui change entre la cybersécurité et des entreprises, par exemple, dans l'ERP ou autre, quoi? Oui. Ça, alors, Tetris est un est un acteur de cyber, donc je vais pouvoir plus le dire de mon côté. Est-ce que quand je reçois des RFP par rapport à les autres entreprises de la cyber, ben en fait, je pense qu'il y a on a d'arrêt des infrastructures critiques. Hein. Ça, c'est personne ne le niera, et donc du coup, on a des RFP beaucoup plus techniques, choses les réponses qui sont entendues doivent être beaucoup plus concrètes. On s'est passé le temps, on disait compliant, pas compliant, ou alors on essayait de contourner les choses en faisant maintenant il y a du chat GPT, il nous fait des belles phrases. En fait, à la fin, tu ne sais pas si le gars il est compliant ou il est pas tellement la phrase elle est bien tournée. Mais oui, en tout cas, les appels d'offres concernent des infrastructures critiques, des sujets critiques, et donc les réponses doivent être vraiment concrètes. Et en tout cas, et parfois, ben, on peut ne pas avoir des réponses. Hein. Ce n'est pas un mal en soi, mais les méthodes de contournement qui doivent être proposées sont généralement de niveau de technicité élevé. Et donc là aussi, la réponse qui doit être apportée doit être concrète et techniquement viable. Et du coup, ça nous ramène un peu dans la discussion, c'est que quand on est dans une discussion comme ça des RFP, la première des choses à faire en disant, ben, on vous prend 2-3 points là que vous avez mentionné dans la RFP, on vous dit OK, on vous le fait et on vous le démontre. Et on vous le demande, ça va prendre une après-midi et généralement les clients l'apprécient. Alors il y en a qui vont dire non mais moi je suis dans un process, je ne peux pas Oui, le faire, je dois attendre que vous soyez shortlisté. Ça peut arriver dans le processus public, effectivement, les deadlines et l'ensemble de ces choses-là c'est cadré. c'est très cadré. Et parfois, moi, j'ai eu des expériences où, effectivement, même avant d'être shortlisté, et peut-être ça a contribué aussi d'être shortlisté, de proposer de faire des petits ateliers, alors pas forcément une après-midi, mais 1 heure ou 30 minutes pour illustrer de façon, comme dans une deep démo, en fait, dans une démo approfondie, disant, tiens, vous voyez ce point-là, ce que je suis en train d'illustrer, c'est ce que vous avez mis dans la ligne 14 de votre RFP, ou la réponse dans la question que vous avez sur RFP, comment je faisais ça, ben là, je suis en train de vous le montrer. C'est aussi simple que ça chez nous. Et ça, c'est encore une fois, combinant réponse concrète technique par rapport à quelque chose qui est un besoin identifié et d'apporter une approche humaine, en fait, bah, contribue à créer la bonne alchimie. OK, super. Et donc, là, moi, j'ai une question où je me disais, est-ce que tu as déjà fait un appel d'offres où vraiment la posture du pre-sales a fait toute la différence? Ou, là, tu te dis, je n'ai gagné que grâce à ça, parce que techniquement, potentiellement, sur cet appel d'offres-là, je fais plus ou moins la même chose que mon concurrent sur ce use case qu'ils ont demandé.
tous les pre-sales qui gagnent un deal ont tendance à croire peut-être de façon excentrique Moi, ça m'est arrivé. J'ai tendance à croire que effectivement c'est une alchimie de différents points qui peuvent être qui te mis en exergue à un moment donné. Ben ça prend la relation que tu as créée avec un champion, le des decision maker. Bon, il vaut mieux partir en fait techniquement sur quelque chose où on est à Ouais, bien sûr. 90% au-delà par rapport aux besoins. Mais ensuite, l'humain joue bien évidemment la relation. Tu as dit le contact. Combien de fois on a vu et moi j'ai relancé des avant-ventes en me disant mais peut-être qu'il faudrait que tu l'appelles. Il faut pas rester. Bon après c'est des réflexes peut-être un peu plus de junior où on reçoit un RFP, On attend. 300 lignes Excel à rentrer, on se dit waouh mais qu'est-ce que je fais? J'ai les questions qui se terminent dans 2 jours, j'aurai jamais le temps. Il faut que je l'écrive. En fait, il y a toujours une place. C'est ce que j'ai appris dans ma carrière, c'est qu'il y a toujours une place pour essayer, en tout cas, d'avoir plus d'infos. Il y a toujours de la place pour essayer de de gagner une journée ou 2. Il y a ça aussi parfois qui peut se faire. Et je pense que voilà, in fine, c'est des hommes et des femmes qui travaillent comme nous. Ils veulent juste que ça marche. Nous aussi, on veut que ça marche. Il faut créer en fait tous ces, j'ai tendance à me répéter, mais cette alchimie-là. Mais l'avant-vente, à mon avis, je pense que si on le voit comme un customer engineer, c'est-à-dire que vraiment orienté focus client, fera la différence. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Hein. Il faut pas se leurrer. Les plus gros, que ce soit les GAFAM ou les autres, n'appellent plus des pre-sales ou des sales engineers, les appellent customer engineer. En fait, il y a un vocabulaire qui est en train de un nouveau vocabulaire qui se met en place pour une simple raison, c'est qu'on doit revenir en fait customer centric encore plus, parce que c'est ça qui fera la différence par rapport aux pléthores de solutions qui sont proposées, de la start-up, de la scale-up à des grosses entreprises. Les besoins se couvrent de plus en plus, on va dire tous les besoins génériques. Après, il y a des spécificités où certains acteurs vont aller, des acteurs de niche, mais en tout cas, de façon généraliste, tout le monde essaie de couvrir tout. Donc, ce qui fait la différence, c'est de revenir, de se recentrer sur le besoin du client et de jouer effectivement comme un ingénieur d'affaires client avec cette casquette de technicité. Et peut-être qu'on fera le retour du technico-commercial d'il y a quelques années. Très bien. Bah, merci beaucoup, Alain. On arrive vers la fin. Et ben, du coup, j'allais te poser une dernière question. Peut-être que elle est très proche de ce que tu viens de dire, mais si tu devais avoir un seul conseil à partager ou un seul tips de tout ce qu'on s'était dit pour des entreprises qui souhaitent gagner plus d'appels d'offres ou des pre-sales qui souhaitent être meilleurs dans leur job, ça serait quoi? Alors, j'ai tendance à prendre parfois des exemples, des métaphores du monde sportif, mais ça reste vrai en fait de partout et même malgré ce que j'ai dit sur l'évolution du poste, la clé c'est la préparation en fait, la préparation rigoureuse en amont. En fait, mettre de la rigueur dans sa préparation, bien comprendre les attentes, ça c'est extrêmement important. Si vous survolez les choses, si vous survolez vos RFP, s'ils sont stratégiques, vous allez tôt ou tard en fait ça va revenir et en fait vous allez dire mais ça je me suis pas préparé, je l'ai pas vu venir. Pourquoi j'ai pas creusé ce sujet-là? En fait, donc la clé, c'est la préparation rigoureuse en amont, bien comprendre les attentes et bien évidemment, tout ce qu'on vient de se dire, c'est s'adapter. S'adapter à la proposition en conséquence, qui est aussi très important, malgré la rigueur que vous mettez dans la préparation, ça n'empêche. Vous mettez de la rigueur dans la préparation, ça c'est clé. Deuxièmement, en fait, comprendre le besoin en profondeur et ensuite mixer les deux pour adapter en fonction de ce que le client veut. Il peut avoir un vocabulaire spécifique. Pareil, je prends cet exemple-là, on s'adapte. La préparation va permettre de bien comprendre ce sujet, de bien comprendre les attentes et de l'adapter en fonction de ce que le client veut et qui est très spécifique à lui. Voilà le conseil que je donne. Super, je te remercie, c'est un très bon Je t'en conseil. prie. Et si du coup les gens devaient te contacter ou suivre ton actualité, comment ils peuvent faire? LinkedIn, je pense que j'ai C'est la réponse courante, donc je mettrai ton lien. mais voilà, nous on s'est rencontrés à travers cette plateforme-là. Je suis quelqu'un qui suit ces réseaux-là en tout cas, essaie de m'informer, de voir un peu les choses qui se font et je suis assez ouvert et je réponds assez facilement quand les choses. Super, je te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Masters of Standards. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est vraiment crucial pour faire découvrir ces épisodes au plus grand nombre.
Enfin, si industrialiser vos processus de réponse aux appels d'offres est dans vos objectifs, découvrez TenderCrunch. Notre logiciel utilise l'intelligence artificielle pour automatiser et simplifier ces processus, augmentant ainsi la qualité de votre réponse et vos chances de succès. Merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode de Masters of Tenders.